Aujourd'hui, on va parler de la sérendipité. La sérendipité, en gros, c'est quand tu fais une découverte de façon inattendue et que ça s'avère être super fructueux par la suite. Je pense que c'est une philosophie qu'il faut adopter en business et je vais vous raconter pas mal d'histoires autour de la sérendipité et comment en fait ça te permet de provoquer un petit peu ta chance et potentiellement d'avoir beaucoup plus de succès quand tu adoptes cette philosophie de sérendipité. La sérendipité, en fait, c'est un mot qui est dévié du coup d'un conte perse qui s'appelle Les Trois Princes de Sérendipe. Et en fait, ces trois princes, dans ce conte, vont toujours avoir des aventures totalement folles, mais c'est parce qu'ils passent à l'action et parce qu'ils font des choses qu'il leur arrive des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose en business. C'est très cool de consommer du contenu, c'est très cool de regarder des vidéos de Guillaume Houbèche et de s'abonner bien évidemment. Mais ce qui est le plus important, c'est de passer à l'action, c'est de faire des choses. En fait, l'action produit de l'information. C'est uniquement lorsque vous passez à l'action que ça va créer de l'information. C'est quand vous faites des choses que vous vous rendez compte de ce que vous devez changer. Typiquement, si vous lancez un produit, peut-être que vous avez une image de la façon dont les gens vont l'utiliser, mais en fait, il n'y a que quand une personne va vraiment l'utiliser que vous allez pouvoir voir comment les gens l'utilisent. Et c'est pour ça que très souvent, la différence entre ce qu'a inventé ou imaginé un UX UI designer, donc quelqu'un qui crée des interfaces, versus la façon dont les gens l'utilisent, bah en fait, la différence, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut passer du temps avec ses utilisateurs pour vraiment comprendre comment tout ça, ça fonctionne. La sérendipité, en fait, c'est un mot qui est très utilisé en science. C'est comme ça que je l'ai découvert. Donc en 1928, la pénicilline, qui doit être sûrement un des antibiotiques les plus utilisés aujourd'hui, parce que c'est un antibiotique à large spectre et donc on peut traiter vraiment énormément de maladies grâce à ça, c'est tout à fait le fruit de la sérendipité. Alexander Fleming, quand il est rentré de vacances, en gros, il avait laissé des bactéries qui sont des staphylocoques. On peut en entendre parler quand on parle de staphylocoques dorés à l'hôpital, donc des bactéries qui peuvent avoir un impact très négatif sur l'homme et sur la condition humaine de façon générale. Donc lui, il les avait laissés dans les petites boîtes un peu classiques. Et en fait, il s'est rendu compte que tu avais une sorte de champignon, on va appeler ça comme ça, qui avait déjà commencé à attaquer les bactéries et qui les avait tuées. Et ce champignon, c'était justement un champignon de pénicilline, donc pénicillium, je pense que c'était le nom du champignon pour faire le latin. Et du coup, à partir de ça, il s'est rendu compte en fait que ce champignon pouvait potentiellement tuer des bactéries. Et c'est comme ça, en gros, qu'il l'a découvert. Donc en gros, après, ce qu'il a fait, c'est que il a isolé la substance dans ce champignon pour essayer de comprendre ce qui tuait les bactéries et il en a extrait la pénicilline. Mais en fait, tout ça, ça serait pas arrivé justement en fait si il n'était pas déjà en train de faire de la recherche sur ces bactéries et ces champignons. Les deux ensemble, en fait, quand il est parti en vacances, il avait laissé les boîtes ouvertes, donc il y a eu un peu de chance qui est arrivé par-dessus. Mais pour que cette chance arrive, en fait, il fallait déjà qu'il passe à l'action. Et c'est pour ça que c'est important de passer à l'action. Et maintenant, vous vous dites sûrement, on n'est pas sur une chaîne scientifique, Guillaume, donc merci pour tes histoires super intéressantes. Mais est-ce que tu as des histoires à raconter en business? Oui, bien évidemment. Donc je vais vous en raconter plusieurs. Mais avant, j'ai envie de vous parler aussi du psychologue Richard Wiseman, qui lui, en fait, a fait des recherches sur pourquoi est-ce que les gens étaient chanceux. Et est-ce qu'on pouvait trouver une corrélation en fait entre les gens chanceux. Et la vérité en fait, c'est que les gens chanceux, ils ont tous des points communs. Et les points communs, c'est qu'ils sont vachement ouverts à faire de nouvelles expériences. Ils sont très forts pour construire des liens sociaux. Et c'est aussi des gens qui sont super optimistes et résilients. Et en vrai, quand on regarde ces qualités-là, on se rend compte, et moi je m'en rends compte aussi, que c'est les qualités des meilleurs entrepreneurs. Résilient et optimiste, bah en fait, pourquoi résilient c'est important? Parce que la résilience, c'est globalement ta capacité à continuer, peu importe ce que tu te prends dans la gueule. Et quand tu es entrepreneur, tu vas te prendre énormément de claques, énormément de portes. Mais en fait, quand tu es résilient et que tu as la force de continuer, bah forcément, un jour, tu vas provoquer ta chance. Optimiste, pourquoi optimiste? Parce qu'il faut voir le positif partout. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, en fait, quand tu es optimiste, potentiellement, c'est aussi une façon
de faire ce qu'on appelle de la manifestation. Donc tu vois un futur qui est beaucoup plus positif. Donc évidemment, petit à petit, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de créer ce futur. Et c'est pour ça que les pessimistes ne réussissent jamais de boîte et que les optimistes sont souvent ceux qui réussissent. Pas forcément tout le temps. Tous les optimistes ne réussissent pas des boîtes, mais la plupart des gens qui réussissent des boîtes sont des optimistes. Et ça, c'est vraiment important. Après, évidemment, la partie créer des relations sociales, je pense que ça, c'est assez logique. Et enfin, les gens qui sont ouverts à d'autres expériences, c'est aussi logique parce que plus tu vas faire d'expériences différentes, plus tu vas être dans des situations qui vont potentiellement t'apporter de la chance. Et donc, comment ça se traduit en business et comment ça s'est traduit en business pour moi? Je vais vous raconter 4 histoires qui me sont arrivées. La première, c'est quand j'avais vraiment pas du tout d'argent et que je débutais tout juste l'Emlist. Donc, j'avais à l'époque raté 2 business. C'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. On vivait genre dans 28-29 mètres carrés à deux. Moi, je touchais juste le RSA à l'époque, donc j'avais 500 balles. Ça me suffisait pour manger des pâtes, mais du coup, j'avais vraiment pas d'argent à investir, notamment pas d'argent à investir dans des tickets de conférences, etc., etc. Et l'Emlist faisait vraiment très peu de revenus à l'époque. C'était au tout début. Et donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est il y avait un événement qui s'appelait SaaStr, donc qui est le plus gros événement de software qui se tient normalement à San Francisco, qui là avait décidé de venir à Paris. Donc il y avait plein d'Américains qui venaient à Paris parce que Paris c'est quand même une ville que les Américains adorent. Donc à chaque fois qu'il y a des events, évidemment ils viennent. Et donc moi je me suis dit putain, j'ai grave envie de continuer de développer l'Emlist aux US. Il faut que je crée des relations fortes avec ces gens-là. Donc il faut que j'aille à cette conférence. Donc j'essaye de gratter à tout prix des billets gratuits, ça marche pas. Je contacte l'organisateur et là du coup comme ils voulaient pas donner de billets gratuits, je leur demande est-ce que vous cherchez des volontaires pour vous aider dans l'organisation de l'event? Et vous savez en fait les events c'est des boîtes qui font jamais beaucoup d'argent et qui essayent toujours de tirer les prix. Donc ce qu'ils font en général c'est qu'ils prennent des étudiants en école de commerce ou à la fac ou peu importe et ils leur disent bah vous allez accueillir les invités, vous faites le service, tout ça. Donc eux, ça leur permet globalement de pas payer des gens et de faire des marges un peu plus grosses. Donc je me fais passer pour un étudiant, je dis que je veux être volontaire, il me donne le t-shirt, le badge et tout. Et en fait, grâce à ça, à un moment, on est en train donc de regarder le lieu de la conférence, je vois comment où chaque pièce va être, etc. Et à ce moment-là, je vois genre une 50aine de pages. Et sur ces pages, il y a le nom en fait de toutes les personnes qui se sont inscrits à l'événement ainsi que du coup leur email. Et là du coup je demande est-ce que nous on a le droit à accéder à la liste pour essayer de savoir un peu qui sont les invités, potentiellement connaître les invités stars, machin et tout. Là le mec il me dit oui et du coup je commence à regarder et je me fais pote en fait avec le gars qui était de l'équipe de SaaStr et je lui dis bah pour faire un accueil un peu plus privilégié, ça serait cool, tu vois, que tu m'envoies cette liste. Comme ça, moi, je peux regarder ce soir et je vois un peu les gens qui ont fait des boîtes de ouf et on peut les accueillir de façon un peu plus cool, tu vois, et un peu plus personnalisée. Il me dit, excellente idée, machin, machin. Sauf que moi, tu vois, je récupère la liste. Bah, évidemment, je vais faire ma prospection. j'ai pas le choix. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à une liste d'une centaine de personnes qui étaient pertinents pour moi et que j'avais envie de closer comme client. Je leur ai envoyé un email. L'objet, c'était rencontrons-nous à SaaStr demain. Et ensuite, je mettais hello prénom. J'ai vu que tu venais à SaaStr demain. Du coup, je t'ai fait une petite vidéo. Très chaud de te rencontrer. Et dans la vidéo, c'était moi qui disais hello. Trop bien que tu puisses aller à SaaStr. J'ai regardé ce que ta boîte faisait. Je trouvais ça super intéressant. J'essaye de connecter avec plein d'autres SaaS founders. Est-ce que tu aurais 5-10 minutes pour qu'on puisse échanger? Sachant qu'évidemment, mon objectif, c'était pas du tout de les closer à cet event, mais surtout de rencontrer plein de personnes, de faire 5-10 minutes de conversation avec eux max pour ensuite qu'ils se rappellent de moi et pouvoir booker un rendez-vous de 30 minutes et une visio par la suite avec eux pour leur présenter l'Emlist plus en détail. En fait, pourquoi la vidéo elle a très bien marché? Parce qu'avec l'Emlist, tu peux faire des images personnalisées. Donc en fait, automatiquement, ce que j'ai fait, c'est que je montrais comme ça le nom de la personne, il y avait écrit hâte de te rencontrer, prénom. Et à côté, il y avait le logo de leur compagnie. Donc tout ça, ça avait été fait automatiquement grâce à l'Emlist. Et donc les gens, forcément, quand ils voient leur logo et leur prénom, plus un événement auquel ils vont, bah en fait, forcément, ils ont cliqué sur la vidéo pour savoir de quoi je parlais. Et forcément, ils se sont dit, bah putain, trop stylé. En tout cas, je vais me rappeler de cette personne. Et donc en gros, il y avait 150, entre 100 et 200 personnes, on va dire, qui avaient vu cette vidéo avant d'arriver. Et moi, j'étais à l'accueil et je donnais les badges aux gens. Et donc en fait, j'ai fait l'accueil de genre 7h à 9h.
Et tout le monde à chaque fois me disait hey, je t'ai vu, désolé, j'ai pas répondu à ton email, ou d'autres m'avaient répondu et disaient on peut se retrouver à tel endroit, etc., etc. Et donc en fait pendant la journée, j'ai eu, je sais pas, au total j'ai dû booker genre 50 meetings. Il y en a que j'ai évidemment pas pu faire dans la journée et donc que j'ai repoussé plus tard, mais en fait ça m'avait permis de mettre le pied dans la porte. Donc ça m'a permis de closer énormément de personnes dans le mois qui venait. Mais ça, tu vois, j'ai réussi à le faire simplement parce que, en fait, je me suis sorti les doigts du cul. J'avais pas d'argent, mais je me suis dit, comment est-ce que je peux quand même venir à cette conférence sans avoir d'argent? Du coup, je vais proposer mon aide. Je sais que les boîtes qui organisent des événements, elles ont pas forcément d'argent, qu'elles cherchent toujours de la main-d'œuvre pas chère, voire gratuite. Donc, c'est ce que je vais leur proposer. Une fois de plus, on en revient au même concept. Pour obtenir ce que vous voulez, il faut aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. C'est le principe de réciprocité. Donc, si vous donnez beaucoup à des gens, forcément, vous aurez ce que vous voulez de façon beaucoup plus simple. Et donc, moi, je m'étais mis à leur place et juste comme ça, du coup, j'ai réussi à provoquer ma chance, avoir beaucoup de meetings avec des gens très pertinents et potentiellement par la suite, j'ai pu closer des deals avec plein de boîtes qui étaient américaines, qui venaient à Paris et c'était beaucoup plus facile de closer une fois que tu les as rencontrés en vrai, que tu as apporté un peu de valeur et surtout que tu as montré, dans notre cas, comment l'Emlist fonctionnait parce que évidemment, les gens, après, je leur ai dit que tous les emails étaient automatisés. Ils ont adoré et ils se sont dit que, évidemment, leurs équipes pouvaient tester et que c'était super cool pour les events. Et comme c'est des gens qui venaient en event, ça a fait un use case qui était très spécifique. Et donc, ils se sont directement projetés à utiliser notre produit. Parce que en fait, c'est toujours pareil. Si j'utilise mon produit pour booker un meeting et ce que je vends, c'est le fait qu'on peut booker des meetings, les gens, quand ils sont en meeting avec moi, c'est super simple, en fait. Je leur dis, regardez, j'ai utilisé l'outil pour qu'on ait ce meeting, vous et moi. Vous êtes un prospect pour moi. Moi, ce que je vous propose, c'est utiliser mon software et vous aurez des meetings avec vos prospects. Et comme la personne, évidemment, elle est à ce meeting, elle se dit, oui, ça fonctionne. Et donc, forcément, ils vont l'utiliser. Deuxième histoire, c'était à une conférence. Et il faut savoir que moi, de base, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. J'ai pas de mal à parler aux gens quand ils entament la conversation, mais j'ai beaucoup de mal à aller parler à des gens que je connais pas. Du coup, à chaque fois que j'étais en conférence, c'était un truc où je me forçais, mais vraiment en dehors de ma zone de confort. Et je me mettais des objectifs d'aller parler à 10-15 personnes. Des fois, c'était des moments super bizarres parce que je sais pas trop quoi dire et tout. Et puis petit à petit, j'étais un peu plus à l'aise et j'arrivais à le faire. Et à un moment, je vois un mec avec un sac à dos comme ça qui attend. Il est tout seul à une table en train de manger et tout. Je me rapproche du buffet. Je lui dis, est-ce que tu veux un truc à boire ou quoi? Il me dit, ouais, je veux bien un verre d'eau. Je lui rapporte un verre d'eau. Et là, on commence à parler. Pareil, c'était une conférence où je pouvais pas me payer le ticket, donc j'étais venu avec un t-shirt de volontaire. Et donc, je commence à lui parler. On parle pas mal. Je lui dis, OK, c'est quoi les trucs que tu as le plus kiffé à la conférence? Je m'intéresse un petit peu à lui, à tout ça. Et à un moment, je lui demande ce qu'il fait. Et là, je capte que c'est le CEO d'Algolia. Donc Algolia, boîte valorisée à plus d'1 milliard, mec super brillant, etc. Et on commence à parler, je lui explique ce que je fais, je lui explique que, voilà, tu vois, nous, on n'a pas encore le revenu d'Algolia et donc que je fais ce genre de mini hack pour me retrouver à des conférences et rencontrer plein de gens. On parle, il me dit, ouais, potentiellement, ça peut faire sens que tu parles à mon head of sales, machin. Donc le mec, super helpful. Je me dis, nous, notre outil, il est quand même pas du tout assez développé pour que ça fitte avec Algolia. Donc, je me dis, c'est trop tôt pour essayer de closer son head of sales parce qu'ils utilisaient des outils. En fait, au bout d'un moment, tu commences à connaître ta cible et tu sais les fonctionnalités qui vont marcher ou pas marcher avec certains groupes. Donc, je vois que c'est en dehors de mon scope. Mais je me dis, c'est cool, on a quand même une relation. Je vais essayer d'utiliser cette relation à plus grande échelle et je me dis, ça pourrait être trop cool de faire une interview de Nicolas. Pour info, Nicolas est maintenant genre partenaire chez YC, Y Combinator, donc le plus grand incubateur de start-up au monde. Et donc, je lui ai dit, écoute, ça serait cool qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc là, je l'interview sur un sujet très spécifique autour des startups. Et forcément, il y a plein de gens qui me découvrent via cette interview parce que lui, il avait une aura assez forte. Et en fait, une fois que tu as interviewé quelqu'un qui a construit une boîte à plus d'1 milliard, en fait, pour moi, j'avais la preuve sociale pour aller chercher d'autres personnes qui avaient fait des boîtes incroyables ou aller chercher des sales experts, surtout que eux étaient déjà très implantés aux États-Unis. Donc en fait, juste ça, une fois de plus, la sérendipité, je me suis forcé à aller parler à des gens, je savais pas qui c'était et en fait, cette personne s'est avérée être une personne qui potentiellement allait pouvoir m'ouvrir des portes plus tard, m'aider, etc. Et ça, en fait, c'est génial, mais ça serait pas arrivé si j'étais pas passé
à l'action. Troisième histoire. Au tout début de l'Emlist, en fait, une des raisons pour lesquelles on s'est pas mal développé aux États-Unis, c'est qu'à un moment, on a eu un partenaire qui a décidé de revendre notre solution. Sur une période donnée très limitée dans le temps, c'est pendant 2 semaines. Il faisait des offres un peu spéciales. Et quand on a lancé avec ce partenaire, ça a super bien marché. Et eux, en fait, ils voulaient créer des histoires, des success stories. Donc en français, ça serait l'équivalent de témoignage client. Donc en fait, tu sais, t'interviews ton client pour qu'il dise à quel point ta solution elle est unique et magique, etc. Sauf que en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des partenariats avec des logiciels et des fondateurs de logiciels. Et grâce à ce partenariat, je pense que sur l'année, on avait dû faire en chiffre d'affaires quasiment 300 000 $ au total. Et eux, ils prenaient, sur la première opération, ils avaient pris 70% et sur la seconde, 50%. Donc en gros, nous, on avait fait un peu plus de 120, 130 000 $, ce qui était trop cool parce que c'était notre première année. Et donc, ça nous avait aussi rapporté pas mal d'utilisateurs. Et en fait, à un moment, ils me demandent, est-ce que je veux venir aux États-Unis dans leur bureau pour discuter avec eux et aussi pour que eux puissent me filmer. Et donc là, je me dis, bah ouais, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas en vrai, tu vois. J'ai plein de taf, j'ai plein de choses à faire, machin, mais je me dis, bon, c'est quand même une boîte qui fait 50, 60 millions de revenus récurrents annuels. Je suis sûr que je vais pouvoir apprendre des choses. En plus, ils me proposaient de me payer le trajet, donc je me suis dit, why not, tu vois. Mais du coup, comme c'est eux qui m'avaient contacté, je leur dis, est-ce que je peux prendre 30 minutes avec votre directrice marketing, 30 minutes avec votre directeur des sales et aussi genre 30 minutes, 1 heure avec le CEO pour discuter, tu vois. Si je viens là-bas pour faire une vidéo, j'ai envie de pouvoir poser mes questions. Et ils me disent, ouais, ok, pas de souci, on set up ça et tout. Et en fait, ça a été vraiment des meetings qui m'ont vachement transformé. Donc, dans un premier temps, avec la directrice marketing, on a commencé à pas mal parler et puis c'est elle qui dirigeait toute la partie recording, tout ça. Donc, ils sont arrivés avec des caméras professionnelles. Moi, à l'époque, je me filmais avec mon téléphone. Mes vidéos, elles étaient pas scriptées. Je savais même pas ce que c'était un script et tout. Et quand j'ai vu les vidéos et les caméras, la bonne lumière, machin, l'image, elle était magnifique. Je me suis dit, putain, ça a l'air trop pro. Et du coup, je leur ai dit, ok, est-ce que une fois qu'on a terminé ce témoignage, est-ce que vous pouvez me laisser les caméras? Je continue de recorder et après, moi, j'utiliserai les vidéos pour moi. Et là, elle me fait, mais t'as des scripts? Je dis, comment ça, des scripts? Bah ouais, il faut que tu bosses avec un prompteur quand tu fais des vidéos. Je dis, ah bon? Elle me fait, bah oui, comme ça, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus carré, ça sera 10 fois mieux, tu vois. Et j'avais jamais bossé avec un prompteur. Et pour moi, tu vois, qui suis pas genre natif en anglais, je pense que je suis quasiment bilingue, mais parfois c'est plus difficile de trouver mes mots, surtout à l'époque. Bah en fait, là c'était totalement un changement de paradigme pour moi. Et donc du coup, elle m'a dit, bah, bosse sur tes scripts dans l'après-midi. Demain midi, je te redemande au vidéographeur de venir de faire le setup et tu pourras utiliser avec un prompteur. Et donc je commence à faire mes scripts. Elle m'aide vachement pour faire mes scripts. Et ça, en fait, toute cette série de vidéos, c'est la série de vidéos en fait que j'ai publiée sur LinkedIn sur le cold email, donc la prospection par mail. Et à l'époque, cette série de vidéos, elle a fait des centaines et des centaines de milliers de vues et ça m'a permis de créer une énorme légitimité parce que l'image était super quali. À l'époque, LinkedIn poussait à fond les vidéos. Donc en fait, c'était vraiment genre le bon timing, mais ça serait jamais arrivé si j'étais pas allé là-bas, si j'avais pas demandé de prendre du temps avec la chef marketing et si j'avais pas demandé de l'aide en fait. Et donc ça, c'est de la sérendipité parce que c'est une suite d'événements qui sont un peu inattendus et qui ont une conséquence qui est ultra positive. Et idem, si j'avais pas demandé de parler au CEO, bah en fait, j'aurais jamais eu l'ambition que j'ai eue. Quand j'ai commencé à parler avec lui, en fait, il m'a dit, il a vu en moi quelque chose que moi je ne voyais pas et il m'a dit, en fait, tu peux faire beaucoup plus. Il m'a demandé de lui parler de mes objectifs. Donc je lui disais, bah c'était au tout début de l'Emlist, donc je pense que ça faisait 1 an qu'on avait lancé. Et à cette époque, il me dit, bah c'est quoi l'objectif dans les 3 prochaines années, tu vois. Et moi, à l'époque, je voyais pas forcément très grand. Je me disais, bah si en 3 ans, on peut faire 1 million d'ARR, ce serait déjà trop bien, tu vois. On est une petite équipe, c'est cool. Moi, ça me permettrait de me payer, enfin, tu vois, de vraiment kiffer, quoi, tu vois. Surtout que j'adore ce que je fais, donc je serais content de faire ça. Et il me fait, ok. Et il me fait, maintenant, on va faire un exercice. Il me fait, si tu devais faire 10 millions d'ARR en 3 ans, dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes, tu vois? Genre, c'est quoi Et en fait, on a commencé à tout breakdown, donc regarder combien de nouveaux clients il faudrait que j'ai par mois, quel devrait être mon churn, qu'est-ce qu'il devrait que enfin, et ainsi de suite. Et en fait, juste le fait de réfléchir à toutes ces choses, en fait, ça m'a forcé à voir toutes les choses que je devais mettre en place
pour atteindre ces 10 millions d'ARR en 3 ans. Et bizarrement, je sais pas si c'est un signe ou pas, mais 3 ans plus tard, on était à 10 millions d'ARR. Ce qui est quand même assez ouf, en fait, quand tu réfléchis. J'aurais sûrement dû dire commencer à 10 et qu'ils me disent, OK, pour faire 100, qu'est-ce que tu ferais? Et si ça se trouve, ça aurait été le cas. Non, mais en vrai, je pense que c'est toujours un bon exercice. Il y a pas mal de gens qui se foutent de la gueule de toutes les personnes qui te disent, fais x10. Chaque année, etc. Parce que évidemment, tu vois, quand tu pousses le trait du truc, bah tu te dis bah pourquoi pas faire x100, x1000, etc. Mais en vrai, c'est un exercice mental faire x10. Genre comment est-ce que je devrais faire pour faire x10? C'est vachement intéressant et en fait ça te force à réfléchir beaucoup plus grand à tout ce que tu vois. Et quand, une fois de plus tu réfléchis à des choses qui sont pas encore arrivées, plus ton cerveau va commencer à créer cette future vision et donc petit à petit ça devient réalité. Et c'est pour ça que le rôle de CEO est très dur et que le rôle de founder est très dur ou de visionnaire est très dur. Parce qu'en fait, toi, tu vis toujours dans le futur. Les gens, eux, ils ont la réalité du quotidien et toi, tu es obligé de les pousser vers quelque chose qui n'existe pas. Donc, une roadmap à 6 mois, 1 an, c'est très facile. Une roadmap à 5 ans, c'est très compliqué. Et en fait, toi, tu dois toujours être 5 ans plus tard. Et c'est aussi pour ça, je pense, que quand tu es CEO, quand tu es founder, c'est dur, tu vois, de célébrer les victoires. Parce que quand tu as une victoire, en fait, toi, tu es déjà 5 ans plus tard. Et donc, en fait, tu penses déjà à autre chose. Mais une fois de plus, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas décidé d'être ouvert à des nouvelles opportunités et si j'avais pas un peu forcé le destin. La dernière histoire, c'est une histoire de M&A, Merger and Acquisition, donc FUSAC, en français Fusion-Acquisition, où en fait, j'ai décidé de revendre une de mes boîtes. J'avais lancé une extension Chrome qui était montée à 500 ou 600 000 dollars de revenus récurrents annuels. Et en fait, on avait eu une offre de rachat. L'offre, elle était vraiment bonne, sauf qu'après, on a eu un problème avec LinkedIn et donc l'offre qu'on avait reçue, l'acheteur s'est retiré. On a passé du coup 2 mois de négo avec un autre acheteur qui lui était intéressé. Et petit à petit, en fait, cette négo, j'ai appris que globalement, quand tu rachètes une boîte, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux racheter la boîte et juste leur donner des cookies, tu peux. Techniquement, en fait, c'est un contrat. Et c'est toi qui as la main sur le contrat. Donc en fait, pourquoi est-ce que tu peux être créatif? Parce que tu peux être créatif sur forcer les gens à rester dans la boîte. Tu peux être créatif sur le fait de juste leur donner du cash et pas du tout d'earn-out. Donc l'earn-out, c'est la partie du coup après la vente où potentiellement tu peux gagner un peu plus d'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur potentiellement les gros exits qu'on peut voir. Mais en fait, les dessous cachés de ces exits où souvent, en fait, il y a des prix de vente qui sont annoncés, qui sont ultra élevés et derrière, les fondateurs touchent quasiment rien parce que les conditions d'earn-out sont totalement impossibles à réaliser. Donc, dites-le moi en commentaire. Mais l'earn-out, globalement, c'est tu peux dire à la personne, on va vous payer sur 2 ans. Ça peut être un earn-out temporel. Donc, par exemple, tous les 6 mois, on vous donnera X. Ça peut être un earn-out qui est basé sur des paliers, donc si vous atteignez tel revenu ou telle marge ou que votre churn diminue à temps, dans ce cas-là, on vous débloque des bonus. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Et pendant ces 2 mois, j'ai appris qu'on pouvait tout négocier et que c'est que de la négo en fait. Et j'ai trouvé ça genre génial. Et donc j'ai revendu la boîte et après avoir revendu cette boîte, en fait 2 ans plus tard, j'ai racheté une boîte qui faisait 20 000 euros de revenus récurrents annuels qui s'appelait Taplio. Et cette boîte, aujourd'hui, elle fait plus de 4 millions. Et dans la création du deal, je me suis servi de toutes les choses que j'avais appris. Et ce deal, ça a été un des deals sur lequel, en fait, le gain s'est compté en plusieurs millions pour moi en même pas 2 ans. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse la vidéo sur comment j'ai structuré le deal, vraiment vous donner tous les détails du deal et pourquoi je l'ai fait d'une certaine façon, aussi dites-le moi en commentaire. Donc globalement, la sérendipité, c'est une philosophie de vie qu'il faut adopter. N'hésitez pas à passer à l'action. Le meilleur passage à l'action que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre un petit like ou un commentaire ou partager. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui partagent les vidéos. Ça me fait vachement plaisir. Une fois de plus, je lis tous vos commentaires. Je suis très content d'avoir commencé cette chaîne. N'hésitez pas à toujours me donner des idées, etc. Je les rajoute à chaque fois dans mon backlog. Donc j'ai plein de vidéos que je vais recréer. J'aimerais bien aussi potentiellement faire une vidéo sur les différents types de chances. Donc si ça vous intéresse,
dites-le moi. J'irai creuser ça. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Pouh